crois que chacun fait des efforts, hein, c'est pas des questions de personne. Mais je crois. Oui, mais tout à fait. Mais je pense peut-être juste pour amener une vague idée à discuter, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un certain nombre de compagnies, tout à coup, se réunissent, travaillent ensemble, fassent un projet collectif avec 3 ou 4 compagnies qui permettrait tout à coup d'aborder un grand Shakespeare ou Schiller ou de faire toute la tétralogie d'Échille. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des œuvres, c'est frustrant aussi, et pour les acteurs et pour les metteurs en scène, qu'on ne peut plus imaginer, réaliser hors des grandes institutions. Et ça, c'est très très dommage. Donc c'est peut-être aussi à nous d'inventer des passerelles, des réseaux, pour qu'on puisse imaginer travailler à plusieurs compagnies. Ça implique évidemment des complicités, des connivences. Ça existe, on ne peut pas le nier, que des gens aient plus de connivence avec... C'est comme en amour, on ne tombe pas amoureux de n'importe qui, donc il y a quelque chose qui se passe entre les gens. Voilà, c'est juste, je lance ça comme une solution possible. 5 directeurs de compagnie ensemble. Laisse-moi répondre, puisque ça a été l'autre chose. On ne va pas parler de ça toute la soirée. C'est un uppercut qui a été lancé par mon ami scénographe que je respecte avec vraiment très profondément et avec qui j'ai travaillé encore l'été dernier. Mais je pense que tu devrais te renseigner avant de balancer ça n'importe comment devant le politique. On a eu un choix à faire radical qui a été d'être 5 metteurs en scène, et c'est le début de ce que tu racontes, Martine. C'est le début d'une histoire. On n'est pas en train de signer là un spectacle qui est le reflet de ce que devrait être le théâtre aujourd'hui. On a été réunis 5 metteurs en scène, on a réussi déjà à travailler ensemble, à collaborer, à s'apprécier et à souhaiter continuer même à faire des choses ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est le chemin exactement de ce que tu dis, Martine, c'est-à-dire pourquoi pas monter Shakespeare ou autre chose, les 5, voyons comment on peut faire ça. Donc c'est 5 compagnies ensemble. Ensuite, évidemment qu'on est les premiers, et Dieu sait si on s'est posé la question, à avoir souffert dès le départ de ce choix radical de travailler sans scénographe, sans costumière, de devoir même retéléphoner à la costumière pour lui dire finalement on va pas travailler avec toi, etc. etc. C'est quelque chose dont on n'est absolument pas d'accord comme une image du théâtre dans l'absolu. C'est juste le début de quelque chose et on s'est dit, on est 15, on est 5 metteurs en scène, on aimerait déjà, avant tout, je m'excuse de le dire, dans cet ordre-là, pouvoir travailler avec des acteurs. Déjà avoir des acteurs. Si on pouvait déjà commencer par ça, avoir des acteurs. Et puis, on s'est même permis de justement se dire, espérons que ces acteurs soient de toutes les générations, ce qui a été, on peut dire, le cas. Donc, on a déjà fait ça. C'est le tout début de quelque chose. Et tu as raison de dire que ce n'est pas suffisant, mais ne le mets pas sur le dos de Polier ou des 5 metteurs en scène, parce que nous, on souhaiterait la suite, évidemment avec une scénographie, des costumes, etc. Donc, restons là. Je le mets sur d'autres personnes, je prends cet exemple parce qu'il est arrivé récemment. Peut-être dans une institution aussi. Enfin, une institution dans le sens total. J'aimerais peut-être juste encore dire quelque chose. Le carreau de la comédie, celle où on avait relativement peu de metteurs en scène ces dernières années, du cru. Et Martine de Tonton aussi. D'accord. J'aimerais juste dire quelque chose en complément de ma première intervention, qui ne sera pas la dernière, j'imagine. C'est les métiers, apprendre un métier, ça pose la question de la formation. Et on sait que, bon, il y a la manufacture qui a regroupé Lausanne et Genève pour faire le HES. On sait que maintenant, il y a un HES mise en scène qui est en train de se développer au sein de cette manufacture, mais il n'y a toujours pas de section sonographie. Moi, il y a quelques années, j'ai passé 2 ans de mon existence à faire un programme HES avec lequel je suis allé me présenter à Bonnen, et ça devait être fait en relation avec l'école d'art cantonale du Valais, qui était déjà HES en performance. On m'a reçu poliment, on m'a écouté comme ça, 2 ou 3 séances et tout, mais ça n'a jamais rien donné. Il se trouve que la Suisse romande est quand même un cas particulier. Vous savez, en France, il y a plein d'écoles de formation, il y a plein d'écoles d'acteurs, de régie, de mise en scène, de scénographie. Vous allez en Allemagne, il y en a tout un tas. Vous allez en Italie, il y en a une multitude. En Angleterre aussi, en Belgique, il y en a partout. En Suisse allemande, il y a quelque chose à Berne, il y a quelque chose à Zurich. Là, je vais très vite parce que je ne vais pas vous étaler tout ça. Mais en Suisse romande, il n'y a rien du tout. Donc la question de la formation, elle se pose. Déjà par rapport à une école. Faire une école, c'est quand même gagner beaucoup de temps par rapport à un métier. Moi, je peux vous dire qu'en 3 ans de Strasbourg, j'ai appris énormément de choses. Parce que j'étais au contact déjà d'élèves comédiens, donc je faisais des exercices d'élèves avec eux, mais j'étais aussi dans un théâtre où j'étais au contact des grands metteurs en scène de l'époque et des grands décorateurs de l'époque.
J'allais monter les décors le soir pour me faire des petits sous, et j'ai appris plein de choses comme ça. Cette espèce de confrontation avec le tissu professionnel, disons, de qualité, pour moi, c'était très important. Il y a une chose, par exemple, en Suisse romande que je ne comprends pas. Je trouve que ça devrait être obligatoire que dans les institutions, au moins dans les institutions, il y ait des assistants, par exemple. Ça, je trouve ça, les théâtres qui ont de l'argent devraient systématiquement engager des assistants metteurs en scène, des assistants scénographes, des assistants éclairagistes, etc. Là, ça serait déjà une vraie formation. J'ai travaillé récemment en Allemagne, dans un opéra, il y a systématiquement des assistants. Ces assistants font un cursus de 3 ans, donc pendant 3 ans, ils font, je sais pas, 7 ou 8 assistants par an, parce qu'en Allemagne, ça va très vite. Et pendant 3 ans, ils reçoivent une vraie formation, et ils travaillent avec des professionnels, ils apprennent des choses. Après, ces professionnels sont plus ou moins compétents, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ces assistants se frottent au métier. Ils ne prennent pas de responsabilité, mais ils voient comment ça marche. Après, au bout de ces 3 ans, ils peuvent partir sur un cursus plus personnel. Et ça, c'est aussi, je trouve, une solution qui me paraît intéressante. La solution que dit Martine de regrouper éventuellement des compétences financières et artistiques, je trouve que c'est une très bonne solution. Donc les solutions, elles existent quand même. Oui, mais moi, je voulais quand même juste dire que, sans faire de la catégorie, pour revenir à ce que disait José, il y a quand même... Enfin là, on parle sur des modèles, on va dire, plus traditionnels ou classiques. Quand nous, on a monté avec Oscar Gomez-Matar à la Comédie, on a monté Kairos, on était dans l'institution, on avait des moyens, et on n'a pas eu de scénographie comme on pourrait l'entendre ici. D'ailleurs, on en avait parlé avec Natacha. C'était pas du tout parce qu'on ne voulait pas payer un scénographe, on ne voulait pas de scénographie. Le projet, tel que Oscar l'avait conçu, prévoyait une scénographie qui était celle que peut-être vous avez vue, mais qui ne commandait pas une scénographie, on va dire, comme on pourrait l'avoir à la Comédie ou à Carouge, dans les grosses institutions. Donc il y a aussi le projet, ou la forme du projet, qui fait qu'on a plus besoin d'acteurs, de scénographes, plus longtemps, moins longtemps. Et ça, c'est aussi dans les formes, on va dire, qu'on travaille, notamment, enfin, que Oscar travaille aussi. Des fois, on a des scénographes, on a travaillé avec Michel en scénographie, on a travaillé avec Claire Péverelli en scénographie, avec d'autres gens, qui étaient peut-être des plasticiens, peut-être des architectes, parce que la forme que nous, on a envie de donner à nos spectacles, font qu'on va aussi chercher dans d'autres corps de métier des gens qui peuvent faire de la scéno, des costumes, ou de la vidéo, etc. Moi, juste, je ne suis pas du tout d'accord avec le concept. Et juste pour éclaircir cette question, nous, on engage des scénographes pour ne pas faire de la scénographie. Parce qu'on a engagé Claire Péverelli, mais je ne considère pas que c'est une scénographie ce qu'elle a fait, ce qu'on a fait. Et donc voilà, moi, je n'ai pas un bon rapport avec l'objet scénographique, et je préfère appeler ça dispositif scénique. Voilà, donc c'est un ensemble et ça modifie la relation des métiers à l'intérieur de la production. Et donc voilà, mais moi je vous comprends, hein, comme je comprends les autres corps de métier, et j'ai travaillé avec un grand scénographe, je les vois, pendant des années, mais c'est une décision de comment on organise la relation des corps de métier à l'intérieur d'une production. Voilà. Je vais dire un mot, si je peux. Bonsoir. Je ne vois pas pourquoi on oppose les choses. Je ne vois pas pourquoi on oppose... le théâtre est un art qu'on fait à plusieurs. Hein. On partage des responsabilités. Si, Oscar, on a bossé ensemble souvent, donc, et moi j'ai aucun problème avec ça. Si ton projet n'a pas besoin d'un scénographe, il n'a pas besoin d'un scénographe, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas d'argent, le premier poste qui tombe, c'est la scénographie. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on dit « Ah, on n'a pas d'argent, on a engagé 15 comédiens et on trouve que c'est super ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'autant plus, la question de l'institution se pose. Est-ce que dans un lieu comme le Grutli, il est normal qu'on accepte des budgets où on raye le poste de scénographie alors qu'il était prévu? Et on dit « Ah, mais j'ai engagé des comédiens, donc c'est pas grave si on a rayé la scénographie ». Pourquoi est-ce qu'on oppose des choses? On fait des boulots ensemble. Si un projet nécessite une scénographie, il faut une scénographie, et il faut un scénographe. Et alors, il faut aussi, vous me direz que c'est la 3e fois lors de ces rencontres que je parle de budget, parce que avoir
le poste de scénographe, c'est très bien, mais il faut un budget pour une scénographie. Moi, j'ai dit souvent, si on me donne pas d'argent, autant enlever le budget scénographie et le budget scénographe, comme ça on fait une vraie économie. Alors vous avez fait ce choix-là, ok, mais je ne vois pas pourquoi on oppose les choses. On fait un boulot ensemble. Et il me semble quand même que la question devrait se poser par rapport à l'institution. Vous êtes une institution, le Grutli est une institution. Mais Michel, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, d'abord, contre, c'est le premier spectacle. Il y a un spectacle qui s'appelle Highway avant, où il y a une scénographie. Il y a un spectacle actuellement, il y en a deux même. Il y a Le Gardien, où la scénographie est de Jean-Claude Marais, et le deuxième, celui d'Anne Bizan, qui s'appelle Desperida Algestis, qui vient de commencer, où la scénographie est d'Anna Popek. Donc voilà, il y a des scénographies, il y a déjà 3 scénographies sur 4 spectacles, donc je ne vois pas ce que ça vient, il faut arrêter de me voir nous là. Je peux juste Après on va se battre en duel, sinon ça ne va jamais démarrer. Bonsoir, je me permets de me présenter Isabelle Wong, je suis la nouvelle responsable d'Artos. Je voulais intervenir en fait, bon maintenant c'est un petit peu décalé, hein, mais enfin, voilà, par rapport à une réflexion en fait que vous aviez faite, Gilles Lambert, enfin cette question que vous posiez il y a 5 ou 10 minutes probablement, qui était celle de savoir pourquoi est-ce qu'avant on avait moins d'argent, mais les salaires étaient meilleurs, puis qu'il y avait 15 comédiens sur scène, comme vous le disiez, et puis qu'aujourd'hui, bien qu'on ait plus d'argent, les salaires sont plus bas, voilà, je crois que c'est ce que vous avez dit. Hein. Et en effet, je crois qu'il faut revenir à ce qui a été dit en fait en ouverture de séance, disons par Pierre-Michel Menger, et qui a une conséquence que je trouve qu'on voit typiquement aujourd'hui, qui est celle de guerre ou disons de petites batailles internes au théâtre, qui est celle, à mon sens, qui vient effectivement de cette histoire de création par projet, sans vouloir militer, hein, personnellement, pour une ou l'autre, ou me positionner pour l'une ou l'autre des formes. Hein. Mais en effet, il s'est passé depuis, je suis mal placé peut-être pour le dire, je ne suis pas là depuis très longtemps dans cette scène, mais pour le théâtre, depuis j'imagine 15 ans, à peu près, 20 ans, une augmentation en fait, un éparpillage hein, finalement de l'argent sur les projets, avec des projets de plus en plus courts, effectivement des créations qui ont des tournées de moins en moins longues, avec une aide à la subvention, enfin une aide à la tournée qui est quand même pas très forte. Dans ce milieu du théâtre, on a toujours voulu avoir un théâtre pour chez soi, contrairement à la danse, on a toujours voulu que la danse tourne. Un exemple à Lausanne qui est assez intéressant, c'est le contraste en théâtre de Vidi, Palais Béjart, hein, où on voit la politique culturelle derrière, hein, avoir un théâtre pour que les gens de Lausanne puissent aller dans le 11e théâtre de France, disons, voilà. Et puis par contre avoir un Béjart Ballet Lausanne pour que le nom de Lausanne voyage à travers le monde. On voit qu'il y a des politiques culturelles qui sont assez différenciées en fonction des domaines artistiques, disons. Ça s'applique. Oui, tout à fait, mais je pense... Enfin voilà. Ceci étant, pour continuer ce que je voulais dire, donc il y a effectivement une politique de l'arrosoir, mais qui est beaucoup plus complexe, hein, je dirais, que la politique de l'arrosoir d'une ville ou d'un canton, d'un subventionneur qui éparpillerait, entre guillemets, l'argent sur trop de compagnies, soi-disant. Déjà, il y a un effet multiple, il n'y a pas qu'un subventionneur, ils sont pleins, disons, privés, publics, etc. D'autre part, il y a un autre éparpillage dont on ne parle jamais, c'est effectivement le fait que les compagnies elles-mêmes éparpillent, si vous voulez, le travail sur un nombre plus grand d'interprètes, enfin peu importe quel corps de métier, d'employés, disons, ou de professionnels. Et c'est vrai que c'est comme si, enfin lorsque je vous entends parler effectivement ouais, du TPR, de Carouge, de ces troupes qui ont existé à un moment donné, eh bien effectivement c'est comme si cette concentration finalement de la production théâtrale en des lieux identifiés, hein, avec dans le meilleur des cas, enfin entre guillemets, hein, sans jugement de valeur encore une fois, dans le meilleur des cas on avait effectivement la possibilité de travailler à l'année, comme vous l'avez dit, avec un temps de recherche, avec etc. Eh bien c'est comme si en fait ce temps de travail, cet argent, ce temps de travail avait été aujourd'hui éparpillé sur un nombre beaucoup plus important d'employés, de professionnels.
Et c'est donc, ça crée un effet où et Pierre-Michel Magal a montré, en fait, grâce aux statistiques françaises qui, malheureusement en Suisse, ne sont pas disponibles, puisqu'on n'a pas le système de l'intermittence à la française qui permet d'avoir des statistiques depuis 30, 40 ans, a montré, en fait, l'éparpillement et le raccourcissement, en fait, des contrats. Et de manière concomitante, contrairement, en fait, au monde traditionnel de l'emploi, avec l'augmentation de l'emploi dans la profession, de manière globale, c'est-à-dire un volume d'emploi plus important globalement en 20 ans, disons, une augmentation également encore plus importante du chômage. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui montre que l'emploi est éparpillé de plus en plus sur les professions. Et ça a un effet que je trouve assez intéressant et que je déplore aussi, ceci dit. C'est qu'on en arrive en effet à se battre ou à avoir des espèces de clivage entre les scénographes, etc. Ce qui n'aurait pas lieu d'être. Ça veut dire qu'on est de plus en plus seul aujourd'hui dans sa profession ou en tant qu'individu, en tant que compagnie, et de plus en plus en concurrence, en fait, face aux autres compagnies, face aux autres professionnels, etc. Et c'est ça qui est terrible, hein. C'est qu'en fait, au lieu d'être solidaire et de pouvoir, je dirais, ensemble, avancer et trouver des solutions peut-être communes, donc je sais pas tous les clés forcément, hein, mais on circule comme ça à l'interne un petit peu. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'accent sur le fait que vous vous battez parce qu'il y a trop de monde, etc. Il faut, c'est clair, on dit ce problème. Là, on va pas s'étendre sur la scénographie. Ce qu'on disait juste, c'est que le théâtre, il est fait de plusieurs métiers. Et c'est toujours beau d'avoir cet échange, qu'on finisse par avoir sur scène un dispositif ou pas. On peut très bien travailler, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, même avec Gilles, travailler en se disant, il n'y aura rien sur le plateau, absolument rien, mais comment, question fondamentale, alors que tout le monde se pose, scénographe ou pas, comment je vais disposer le rapport, comment je vais écrire le rapport entre la scène et la salle. Alors moi je refuse tout à fait, c'est très bien de se disputer, mais il ne faut pas voir la profession comme une série de petits moineaux qui n'arrêtent pas de se piailler à la figure, c'est pas vrai. Je crois que, alors ce qu'on pourrait dire, ce qui manque peut-être, c'est une vraie polémique esthétique. C'est-à-dire qu'on puisse aller voir des spectacles, parler des spectacles qu'on voit, en toute honnêteté, dire ben voilà, pourquoi je veux dire, ça fait avancer le schmilblick, ça fera avancer les relations entre les gens. Et maintenant, il y a un gros problème en Suisse, c'est le cantonalisme et c'est la confédération. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas de ministère de la Culture, donc ça pose d'énormes questions pour la diffusion. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faudrait aborder une fois, parce que c'est un problème fondamental. Et c'est pas ceux qui sont sur le terrain, ils se démerdent comme ils peuvent, mais il faut dire que, et c'est pas les politiques locaux non plus qui sont responsables de tout, c'est dialectique. C'est un rapport entre les choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi une fois employer la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des rapports entre différents cantons? J'ai fait l'expérience d'aller, après l'université, proposer un truc qui pouvait concerner l'ensemble d'une population. On m'a dit non, vous comprenez, il faudrait quand même penser, c'est pas nous qu'on fait ça, hein. Enfin bref, ça marchait pas parce qu'il fallait avoir l'office de la culture, et puis ci, puis ça, et qu'on n'avait pas. Donc il y a un vrai problème aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Moi j'aimerais juste quand même revenir sur des choses plus concrètes qui sont vécues au quotidien, parce qu'on peut discuter longtemps de tout ça, on ne sera pas forcément d'accord. J'aimerais revenir sur des témoignages du livre blanc, c'est certains métiers, mais je pense que ça parle aussi de l'ensemble des professions. C'est aussi de dire que est-ce que c'est le projet artistique qui dicte des décisions ou c'est les conditions économiques? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que, je pense qu'on a tous une part de responsabilité, quelle est ma limite? Est-ce que, où j'accepte d'aller jusqu'où? Parce que je pense qu'à force de dire ce coup-ci il n'y a pas d'argent, bon on y va quand même, et qu'en fait après les années passent, là par exemple il y a 6 ans que j'ai recueilli les témoignages du livre blanc, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes au téléphone qui malheureusement voulaient venir mais ne peuvent pas parce qu'elles ont une première ou
une régie ou autre chose, qui me disent, et notamment dans le domaine et du costume et du maquillage, qui me disent en 6 ans ça va super vite, ça va de plus en plus vite. Il y a au moins 3-4 personnes qui ont dû changer de métier. Dans le maquillage, il n'y a carrément plus rien. Ou alors c'est 3 choses à la fois. Et enfin, j'entends beaucoup quand même de difficultés dans l'exercice d'un métier. C'est-à-dire on n'a pas toujours besoin de tous, on est tous d'accord. Mais à force de dire une fois, c'est pas grave, on fait une fois. Simplement là, c'est pas une fois, c'est qu'il y a quand même, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de spectacles qui se font à la va-vite, dans des conditions d'urgence, avec peu d'argent. Alors est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce qu'on pose la question d'un vrai choix artistique? Parce que ça peut évoluer, les métiers peuvent évoluer, ça évolue tout le temps, depuis 2500 ans ça évolue, mais les auteurs sont là depuis 2500 ans, la scénographie est là, les acteurs, le costume, tout ça s'est modifié. En 2500 ans, il y a eu des périodes où il y avait plus de pouvoir dans tel domaine ou tel domaine. Mais moi je pense qu'il faut parler de choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est vraiment un problème de liberté artistique, c'est pas un problème d'argent. Avec Martine, on a fait un spectacle où il n'y avait pas d'argent, mais elle a quand même engagé un scénographe et on a travaillé ensemble. C'est pas une question de construire des décors. Moi, je fais pas des décors, moi, je fais de la scénographie, ça n'a rien à voir. Si la scénographie et la dramaturgie du spectacle imposent qu'on doive construire quelque chose ou mettre sur scène des signes qui parlent pour déclencher l'imaginaire du spectateur vers une certaine direction, on le fait, mais on peut faire autrement, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse actuellement dans la scénographie, au bout de 40 ans que j'en fais, c'est de m'interroger sur le rapport entre l'acteur et le spectateur. C'est ça qui m'intéresse, c'est rien d'autre. Après, je construis des fois des décors gigantesques, Tintin, je travaille à l'opéra, etc. Mais des fois, on fait des choses très simples avec 3 bouts de bois. Mais il y a une intelligence esthétique de ça. C'est ça qu'on cherche. Moi, je pense que le poste de scénographe, c'est quelqu'un qui doit permettre à un metteur en scène de s'occuper de direction d'acteurs. C'est ça le travail du scénographe. C'est d'aider, c'est un compagnonnage pour que le metteur en scène soit dans une relation de confiance avec l'espace qui lui est proposé et qu'on puisse vraiment travailler avec les comédiens beaucoup plus précisément. Bonsoir, Anne Perrin. J'aimerais poser la question, il me semble que ce qui m'apparaît comme être un propos que je sens derrière tout ce qui est dit ce soir, c'est la question de la légitimité dans nos métiers. Parce qu'on parle de diversité culturelle, on parle de diversité des métiers, qui est habilité à le faire ou à ne pas le faire. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que Gilles disait à propos des assistants, à propos des postes éventuels dans les institutions, notamment à la mise en scène. Très brièvement, j'ai connu cette histoire de hiérarchie, 2e assistant, 1er assistant, réalisateur dans le cinéma. C'est une chose qui se passe fréquemment en France, en tout cas, en Suisse aussi, dans le cinéma. On ne peut être réalisateur que si on a d'abord été stagiaire, 2e assistant, 1er assistant. Il y a une hiérarchisation de ces métiers-là qui font que, est-ce que sous le label formation, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément partir en bas de l'échelle pour arriver en haut de l'échelle, en tout cas pour pouvoir proposer des projets et obtenir le budget pour les faire? Non, ma position d'assistanat était simplement pour permettre à des jeunes scénographes ou aspirants scénographes d'aller se frotter à des conditions de création. C'est tout, c'est rien d'autre. Tous les chemins mènent à Rome et à la scénographie. On peut être acteur, c'est mieux d'avoir fait une école parce qu'il y a quand même des gestes de métier qu'on apprend. La scénographie aussi, je veux dire, c'est quand même intéressant d'avoir des notions d'histoire, d'architecture scénique, de connaître un peu l'histoire de l'art, de savoir lire un texte, d'avoir quand même des notions assez pointues de dramaturgie et de sémiologie, me semble-t-il, pour faire scénographe. Mais c'est mon point de vue. Peut-être qu'un plasticien a un feeling personnel qui lui permet d'aborder ces questions-là par un autre chemin. Moi, je veux bien, ça ne me dérange pas du tout. Moi, mon chemin, c'est un chemin peut-être très classique, mais je me rends compte qu'il est très rare aussi. Je vais intervenir, juste, je comprends pas de quoi on parle. On parle d'argent. On parle d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour le nombre que nous sommes. S'il y avait beaucoup plus d'argent, si nous étions toujours dans les 30 glorieuses, nous n'aurions pas cette discussion. Je veux dire,
comment avoir plus d'argent. C'est un rapport de force politique. Il faut construire avec l'ensemble des gens qui pensent que c'est pas bien de donner de l'argent à la culture. C'est pas à nous de se jeter les chats à la figure, là. Je veux dire, pour se dire qui fait quoi, les responsabilités, on doit construire un rapport de force politique où on arrête de passer pour des charlatans de la population. Il faut comprendre comment on construit ce rapport de force-là. Donc on n'est pas là, c'est pas un magistrat, deux magistrats qui vont pouvoir sortir quoi, l'argent qu'il faudra, qu'il n'y a pas. En attendant, on fait comme on peut les uns les autres. C'est bien que José, c'est bien que José soit intervenu juste après la demande de Natacha de recentrer un peu le débat sur la responsabilité. Je trouve que ce débat est vraiment passionnant, mais nous sommes véritablement entre nous. Enfin, moi je ne suis pas vraiment du métier, mais je trouve passionnant d'entendre les gens du métier se chamailler un peu sur la légitimité des métiers, certains qui se perdent, d'autres qui gagnent, etc. Moi je me souviens simplement de quelques débats que nous avions eus à l'époque où nous préparions les forums organisés par le RAC et que nous étions extrêmement préoccupés par exemple, la disparition de l'agence qui s'occupait du placement des artistes à l'Office cantonal de l'emploi. Il manque un acteur ici. C'est l'État. C'est l'État régulateur du travail. Et puis peut-être qu'il y a quand même des représentants du syndicat des spectacles. Que fait le syndicat pour défendre les métiers? Que fait le syndicat, que fait le milieu professionnel pour revendiquer la légitimité de ces métiers auprès des instances qui sont censées protéger le travailleur? Voilà, c'est une question que je pose. Moi, je m'en suis occupé à l'époque où on travaillait sur le forum. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'est poursuivi. Donc je pose la question pour me mettre un peu au courant. Merci. Bon, alors, je suis le syndicat. Alors, le syndicat, c'est vrai, se bat pour que les différents corps de métier qui existent dans le théâtre et qui font toute sa richesse puissent continuer à exister. Je pense que José a très bien posé la question. Il y a des choix esthétiques qui peuvent être faits, ce n'est pas le problème de ce soir. Le problème, c'est qu'on est dans la gestion de la précarité, en fait. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir assumer les choix esthétiques qui sont faits par les gens. Et le problème fondamental est là. Nous, le syndicat, on essaye de se battre avec les relais politiques qu'on a et directement auprès des pouvoirs publics pour que le montant des subventions qui sont destinées notamment aux compagnies indépendantes de théâtre et de danse soit augmenté. On a réussi dans plusieurs cantons, parce que c'est vrai que la difficulté aussi sur les rencontres théâtrales de Genève, mais c'est qu'on doit se battre canton par canton. Mais je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Samy au début de la séance. C'est vrai qu'une ville ou un canton n'a pas la possibilité d'influer sur la loi sur le chômage ou sur les assurances sociales. Par contre, le montant de l'argent qui est mis pour permettre la création du spectacle vivant, ça, effectivement, c'est du ressort des autorités cantonales et communales. Et je pense que maintenant, c'est un combat essentiel qu'on a à mener, parce qu'effectivement, tant qu'on reste dans la gestion de la précarité, on est tous englués dans des problématiques quotidiennes qui nous obligent à faire des choix, enfin, quand je dis nous, moi pas, mais qui obligent les créateurs à faire des choix qu'ils n'aimeraient pas faire. Et je pense qu'il est vraiment essentiel maintenant qu'on ose revendiquer le fait de sortir de cette gestion de la précarité et qu'effectivement, on peut faire le choix artistique d'avoir un scénographe ou pas, d'utiliser des costumiers ou pas, d'avoir des décors ou pas, mais il faut qu'on ait les moyens d'assumer ces choix et de permettre ainsi que la diversité des arts de la scène puisse continuer à exister. Oui, je vais revenir sur ce que disait José. Parce qu'effectivement, il en appelle aussi à une responsabilité qu'on a nous. Le système joue la concurrence. C'est pas simplement dans le théâtre, c'est idéologique, c'est une idéologie
de la société en ce moment, il faut qu'il y ait de la concurrence partout. Donc le système joue la concurrence, nous on saute à pieds joints là-dedans. Et on l'entend même ce soir, les scénographes contre les comédiens, les jeunes contre les vieux, etc. Et nous, comme profession, ben on fonce là-dedans. C'est-à-dire, moi je vais me démerder pour avoir moi, et puis pour avoir plus que les autres. Et il n'y a pas de solution là-dedans. Ce que dit José, c'est qu'il faut qu'on se démerde ensemble pour qu'il y ait plus de moyens pour tout le monde, et c'est vraiment mieux pour tout le monde. Et ça, c'est un combat difficile, un vrai combat, et c'est pas un combat qu'on peut mener en se regardant au coin, en se disant ah oui, lui il a reçu, donc je ne peux pas recevoir, puis lui il joue là, et moi j'y suis pas, et voilà. Bonjour, je m'appelle Jacob Berger, je fais plutôt du cinéma j'ai participé il y a un an, un peu plus d'un an, à la fondation d'un comité qui a eu quelques succès à protéger un tout petit peu le statut d'intermittent du spectacle auprès de la Confédération, auprès du Conseil fédéral, qui a, comme vous le savez sans doute tous, décidé d'augmenter les jours qui comptent double dans le calcul du droit au chômage. Et effectivement, moi je suis d'accord avec ce que j'entends dire José tout à l'heure, ou Eric, on est dans une culture là du manque, c'est terrible, et je pense qu'on doit s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut demander au pouvoir public. S'organiser politiquement pour vraiment réfléchir à des questions qu'on peut poser, notamment ici à Genève, dans une ville à fort potentiel culturel, ce qui n'est pas le cas de toute la Suisse, avec une ville et un canton qui ont des ambitions culturelles. On est dans une situation avec des écoles qui façonnent année après année des nouveaux metteurs en scène, des nouveaux comédiens, des nouveaux techniciens qui existent, qui arrivent sur le marché. C'est la fierté des cantons, c'est la fierté des villes de dire nous avons des hautes écoles qui ont énormément de moyens. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans ces écoles, c'est la NASA, c'est incroyable. Moi j'ai enseigné un peu là-dedans, c'est extraordinaire l'ambition affichée par ces écoles. Et puis les élèves, une fois diplômés, arrivent dans un marché du travail où ils n'ont même pas de statut, où beaucoup d'entre eux vont devenir des intermittents qui vont plus chômer que travailler, où en fait toute l'ambition affichée par les autorités politiques s'écrase, s'éclaffe au sol de façon extrêmement mystérieuse. Et je pense que là, il y a moyen d'interpeller les politiques et de leur dire vous ne pouvez pas dire A et pas dire B. Je veux dire, si vous avez l'ambition aujourd'hui d'avoir des écoles, des hautes écoles, et parfois plusieurs hautes écoles dans un petit territoire, hein, il y a une grande école d'art à Genève, il y a une grande école d'art à Lausanne, pour parler que de ce petit bout-là de Suisse où on se trouve, si les cantons et les municipalités ne commencent pas à réfléchir à la part que eux doivent amener dans la protection sociale, ou disons dans la gestion de la protection sociale des intermittents, fatalement, un jour l'élastique va casser. L'année prochaine, il y en aura 30 de plus, l'année suivante 30 de plus, l'année suivante 30 de plus. La longueur de vie de tout le monde s'allonge. Il y a un moment, on va vraiment au mur. Donc, aujourd'hui, enfin hier, en 2011, la Confédération a fait un pas envers nous, puisqu'elle a décidé d'offrir aux intermittents un mode de calcul qui leur appartient, qui, d'une certaine manière, ils ont reconnu quelque chose de l'ordre du statut des intermittents. Et évidemment, poser la question plus loin, c'est la question du fédéralisme qui se pose, c'est-à-dire que l'Office fédéral de la culture dit non, mais les écoles, de toute façon, ce sont les cantons se tournent vers les villes. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est à nous de réfléchir
à la meilleure manière d'interpeller les politiques en leur disant « Votre logique doit amener des changements concrets. On n'arrivera pas à revenir à l'âge d'or que certains évoquent avec nostalgie, et je les comprends, mais au moins, on commencera à régler les problèmes. » Donc, pour moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on demande aux politiques, et je pense que cette question de la gestion des assurances sociales, pas simplement, enfin disons de la protection sociale, pas simplement au niveau fédéral, comme c'est le cas aujourd'hui, gérée par les cantons, par les offices cantonaux de l'emploi, mais c'est une politique fédérale, elle doit aujourd'hui devenir la responsabilité, la co-responsabilité des élus locaux. Voilà. Je voudrais revenir à notre thème, les métiers du théâtre. Je suis aussi de cet avis qu'on a tous besoin les uns des autres. Que le théâtre, alors on n'a peut-être pas nécessairement, comme le dit Mata, on n'a peut-être pas nécessairement besoin chaque fois, sur ce qu'on a envie de voir tous les corps de métier, mais qui peut le plus, peut le moins. Quand je suis allé voir des exercices chez Bowman, à la manufacture, et que tous les acteurs avaient des micros, je me dis, bon, c'est très bien, parler dans un micro, c'est pas difficile, mais dire un Alexandrin pour qu'il arrive au dernier rang du carrouge, c'est une autre paire de manches, c'est une autre paire de manches. Alors on peut avoir des spectacles avec des micros, c'est formidable, c'est très bien, mais on doit aussi se dire qu'il y a quand même encore des compétences à acquérir. Et je voulais juste évoquer le spectacle de l'Oiseau d'Or. Il y avait une scénographie absolument magistrale, Les Masses de Werner, une adaptation du texte, un metteur en scène puissant. Tout ça, c'est des conjonctions qui démultiplient, c'est pas juste des trucs mis l'un à côté de l'autre. L'Oiseau d'Or n'aurait pas pu exister sans scénographie, ou sans masque, ou sans la version écrite de Benoît, ou sans la mise en scène. C'est une conjonction de compétences qui a fait que ça s'est démultiplié. Donc, bien sûr, on peut se dire, non, on n'a pas besoin de ça, on peut faire sans. Mais ce qui est très frustrant aujourd'hui dans la profession, dans la pratique du métier, c'est qu'effectivement, on est obligé, on ne sait pas des choses, c'est plus des choix de ne pas prendre une scénographie, de ne pas s'adresser à un particulier. Ce n'est pas des choix, c'est des obligations économiques. Et effectivement, ça, c'est une évolution très dommageable, à mon sens, parce qu'on peut décider de ne pas le faire. Mais au moins, que si on en a besoin, que ce soit possible, faisable. Et ça, c'est effectivement... alors là, on peut se retourner vers l'autorité politique, qui effectivement distribue les subventions en fonction des projets. Mais quand il y a un projet qui se présente avec une nécessité de scénographie, puis qu'on donne moins, et que du coup, la scénographie va à l'eau, ça, c'est un crime. C'est un crime. Donc, il y a des compétences à acquérir. Alors, et d'ailleurs aussi, sur le plan de la mise en scène, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens aussi sur la proposition sur la citana qu'évoquait Gilles, sur le plan de la mise en scène aussi, de vouloir faire la mise en scène, c'est très légitime, mais il y a des compétences à acquérir. C'est pas inné, c'est pas spontané. Alors on peut s'imaginer que ça l'est, mais ça ne l'est pas. J'ai vu plusieurs, ça c'est un point de vue subjectif, j'ai assisté à de nombreux spectacles où les gens se donnent du boulot finalement, parce qu'il y en a tellement peu, donc on se réunit, on se met ensemble, bah, tiens, on va mettre un truc et puis tu vas faire la mise en scène, et je vois des choses qui ont des lacunes épouvantables, qui ne sont pas dignes d'un niveau, d'un véritable niveau. Voilà, alors c'est un point de vue subjectif, mais ces situations de précarité économique font que le niveau artistique diminue. Voilà, c'est ce que je peux constater. Voilà. Moi, je suis à peu près de la même génération que Martine. Moi, je suis désolé. L'âge d'or, je ne l'ai jamais connu. Jamais. J'ai toujours entendu dire, depuis 50 ans, que c'est la crise. Toujours. Je ne vais pas parler d'âge d'or. Mais il y en a qui en ont parlé. Et il semblerait qu'il y ait cette chose qui plane, qu'il y a 30 ans, c'était beaucoup mieux. C'est pas vrai. C'est archi faux. Depuis que je suis en Suisse romande, j'ai commencé mon métier ici, les institutions ont toujours eu en moyenne entre 4 et 10 fois moins de moyens que CDN en France. Alors,
Et on dit qu'on est dans la précarité actuellement. C'est pas vrai. Jusqu'à il y a 2 ans, et on est bien placé à la NPP, Artes et Comédia, pour voir le montant des cotisations. Il est pratiquement, sauf depuis 1 ou 2 ans, toujours en augmentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Et je ne dis pas que c'est pas mal, hein, attention. Je dis que, en gros, depuis l'année dernière, Patrice Munier a accentué ça. Il y a eu un gros accent mis sur les productions dites off. Et pendant ce temps, les institutions sont restées en sommeil, j'allais dire. Et actuellement, pour moi, c'est très important qu'on trouve enfin, un jour, une institution très forte. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc moi, je n'ai pas envie d'aller me pendre ce soir. Et je vous dis que l'âge d'or n'a jamais existé et qu'il n'y a jamais eu, pratiquement jamais eu autant d'argent dans le théâtre qu'actuellement, mais il y a des répartitions à faire et il est question d'une grande institution qui arrive. Alors souhaitons que ce soit vraiment une grande institution et qui tire le théâtre par le haut. Autrement, il ne faut pas le faire. Alors, il faut continuer à donner plus d'argent au off et laisser en sommeil les institutions. Ouais, cela dit, ça peut être une solution. Mais je vais juste répondre, Dominique, c'était pas... Moi, je n'ai pas du tout parlé d'un âge d'or au niveau économique. Je dirais plutôt que la possibilité de travailler au collectif ouvre des perspectives de qualité de travail. Et comme disait, je crois, Gilles, la grande valeur, c'est le temps. Quand on a du temps et qu'on peut approfondir une démarche, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est tout. Alors on trouve d'autres moyens de le faire aujourd'hui, mais dans une plus grande précarité. On le sait tous, ça. Mais on dit que le niveau baisse, c'est pas vrai. Moi, je vais au théâtre presque tous les jours en ce moment. Moi, je suis désolé, le spectacle qu'ils ont fait, Bollier et tout, j'ai trouvé ça super. Je trouve ça très réjouissant. Il y a 30 ans, les comédiens, c'était toujours les mêmes. En gros, maintenant, il y a beaucoup plus. On a plus de choix, il y a plus de chômage aussi, d'accord. Mais globalement, je trouve qu'on marche quand même un peu en avant. Alors, on a encore un grand pas à faire, mais on ne touche pas le fond. S'il vous plaît, on ne va pas se prendre ce soir. Voilà, comme je parle plus fort au micro. Comme on parle des métiers et de la précarité, moi je suis là en tant qu'auteur. Je n'ai pas du tout la prétention de représenter les auteurs, Olivier Kekari, donc je parle de mon propre. On nous a demandé de répondre à des petites questions. J'aimerais bien qu'on ne soit pas la dernière roue du char, comme d'habitude. Je peux juste vous dire une chose simple, c'est que votre situation à tous, dans les corps de métier, est bien moins précaire que la nôtre, les écrivains. Donc, en tout cas, moi j'en parle dans mon petit texte, peut-être qu'on pourrait les lire avant le repas. Voilà, merci. Arrêtons de faire le concours des précarités. Vous trouvez comment faire que tout aille mieux pour l'ensemble? C'est pas la réponse du tout. Arrêtons de nous jeter à la face des époques, etc. Certains sont les mains, etc. Moi, j'aimerais rebondir sur une chose, cette affaire de hiérarchie, la militarisation, que là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire que là, déjà, le métier, je me suis dit que j'allais pas le dire, mais c'est pas un métier, moi je fais pas un métier, excusez-moi, je sais faire un art, si c'est possible. Je pense que chacun, c'est pas un métier, ça s'apprend pas, les écoles pour devenir professeur. Mais arrêtez, metteur en scène, c'est comment on peut apprendre ça? On peut peut-être l'apprendre, certains peuvent bénéficier de l'entourage, d'autres pas. Parce qu'on peut retourner le truc alors, et notamment actuellement, ceux qui ont l'expérience, là, qui sont peut-être, allez je le dis quoi, les institutions ne sont pas exemplaires, elles sont pas stimulantes pour dire ceux-là, ils ont su, ils ont vécu. Ils sont, mais comment c'est possible d'avoir autant de métiers et de faire ça, hein? Ouais, moi je trouve qu'on a parlé beaucoup d'argent, qui est une chose, mais qui n'est quand même pas la principale, parce qu'on sait, c'est clair, tout le monde le sait, qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent pour le nombre de production, c'est assez banal de le dire. Par contre, je pense qu'il y a d'autres conditions qui sont justement la question du temps, et ce n'est pas forcément la question de l'argent, et la question de l'organisation du travail. Et je pense, je fais un petit peu référence au mémoire d'Isabelle Wang qui s'appelle Donner, recevoir et reprendre, c'est ça.
qui, sur un peu une base sociologique, analyse les rapports dans les compagnies indépendantes de danse et de théâtre, quelques compagnies, les rapports de travail. Et quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit qu'on était quand même assez englué dans la question du rapport au travail. C'est-à-dire qu'on est dans un système on travaille voilà, comme tu dis, et qu'on est aussi très atypique par rapport au cadre de travail normal. Et que je pense qu'il y a des souffrances dans le travail, ou des frustrations, ou des difficultés, parce que la question, on sait tous qu'on peut faire un bon spectacle avec peu d'argent, on l'a tous fait. On sait qu'on peut se planter avec beaucoup d'argent. La question, elle est... C'est ça, on l'a pas tous fait. Par contre, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener. Je citais le site La Belle Ouvrage, où en fait il y a des gens qui font des mini-expériences, des petits laboratoires de réflexion à l'intérieur, soit d'un groupe, soit de plusieurs groupes, pour réfléchir déjà sur la relation à l'emploi. C'est-à-dire quand même dans le milieu du théâtre, là vous êtes plusieurs à être à la fois Martine, par exemple José, vous êtes à la fois comédien, metteur en scène, responsable de compagnie, donc du coup vous êtes patron. Le jour d'après, vous êtes employé chez un autre. Voilà, on est dans des cas de figure toujours atypiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses où il faudrait réfléchir sur... plutôt que de se diviser, c'est plutôt essayer de réfléchir, déjà d'avoir une réflexion sur notre propre organisation du travail. Parce que c'est aussi une question de reconnaissance de métier, parce que moi je pense que j'ai eu la chance on m'a transmis des choses, et je plains les jeunes qui arrivent maintenant qui n'ont plus cette possibilité. Moi j'étais accueillie dans les théâtres, j'ai pu voir Benoît Besson travailler, j'ai eu cette chance-là. Je rencontre des jeunes qui sortent des écoles d'art décoratif, etc., qui veulent faire de la scénographie, les portes sont fermées, il n'y a personne dans les institutions qui les reçoivent. Et ça, je pense que oui, dans le théâtre, on doit se former, ça c'est mon avis. Mais c'est parce que j'ai reçu cette transmission, donc je pense que c'est important. Je me suis un peu perdue. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, par rapport à la transmission, c'est qu'on a appris à travailler, à m'organiser, à savoir quels sont les autres métiers, à travailler ensemble. Ça ne s'apprend pas en 3 spectacles. C'est des années de travail, c'est des années d'apprentissage. Donc je pense qu'aussi, au-delà de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on aura moins, sans doute, c'est comment on est au courant de vraiment la réalité de l'autre métier avec qui on doit travailler. Comment on fait quand les répétitions, pour un scénographe, quand les répétitions arrivent et qu'on ne sait toujours pas l'argent qu'il y a, et ça c'est absolument pas normal. Et ça, il y a des duretés dans le travail qui sont bien pires que de ne pas avoir d'argent. Parce que pas avoir d'argent, on peut toujours faire avec, on peut être inventif. Par contre, une mauvaise organisation, que je rencontre quand même souvent, je dois dire, dans le travail, dans la perception d'un métier, dans la connaissance des choses, ça, je pense que c'est des choses qu'on peut mettre en place sur... ça va faire hurler tout le monde, mais dans plein de domaines, il y a un domaine qui s'appelle les ressources humaines. Dans le domaine de la culture, ça fait hurler, mais simplement je pense qu'on est souvent assez englué dans des rapports qui sont pas très clairs, il y a un manque de transparence, on est souvent dans des ambivalences, et je pense que déjà sur des choses très concrètes comme ça, je pense qu'on pourrait mettre en place des dispositifs plutôt d'alliance et de solidarité sur des nouveaux projets, de réflexion sur le travail, plutôt que... Voilà, c'était juste un commentaire. Olivier Cacari, bien sûr, on va lire les textes. Et je voudrais quand même juste, sur ce plan-là, je pense qu'il y a des vrais problèmes d'organisation avec l'agenda, avec les réponses de subventionnement, c'est-à-dire que c'est pas normal un spectacle. Au moment de répéter, pour certains métiers, on commence vraiment 6 mois avant de travailler, d'y réfléchir, d'y penser, voire même une année avant, de ne pas savoir quand la répétition commence, s'il y a de l'argent ou pas, si on va travailler ou pas. Ça, c'est des choses qui ne doivent plus exister parce que c'est une question de qualité de travail. Ça arrive souvent. J'ai encore parlé avec quelqu'un il y a 2 jours qui me disait qu'elle ne savait pas si elle pouvait appeler les ateliers de décor pour lancer la construction ou pas. Donc voilà. Donc ça, il y a aussi beaucoup de problèmes qui sont de l'organisation. Il manque des salles de répétition, il manque des lieux de stockage de décors. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Alors, à réfléchir comment, mais il y a eu déjà beaucoup de projets. Je pense que des choses assez concrètes.
Et puis par rapport à l'argent qui manque, Virginie m'a parlé du travail qui a été fait dans le domaine de la danse. Et je trouve quand même assez important parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, il manque de l'argent. Et peut-être que sur un spectacle avec 20 000 francs de plus ou 15 000, on est dans une autre catégorie. Peut-être c'est des petites sommes, il ne s'agit pas... et je crois que ce serait intéressant de faire l'analyse entre les budgets qui sont déposés, les comptes, voir la différence, voir le nombre... Est-ce qu'on est dans une très grande différence ou pas? Est-ce que des fois 10 000 francs de plus, ça change tout? Peut-être on manque de chiffres, on manque d'analyse, et je pense déjà pour commencer à réfléchir sur ces questions-là, si on a une espèce de base chiffrée sur 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça... Je pense que c'est déjà une piste pour avancer dans son réflexion un petit peu plus concrète, pour arriver avec des solutions concrètes. Alors c'est ça, moi j'aimerais juste encore, parce que ça n'a pas été dit dans la salle, je pense que c'est très important de travailler sur la reconnaissance des métiers, parce que comédien, il y a une formation, c'est certifiante, donc c'est reconnu comme un métier. Il y a plein de métiers du théâtre qui ne sont pas reconnus. Ça veut dire qu'on peut aller timbrer au chômage comme scénographe, mais c'est pas reconnu, c'est pas un métier qui est reconnu. Il y a plein d'autres métiers où il n'y a pas simplement une formation certifiante, pas de diplôme, donc alors c'est reconnu dans les faits ou pas. Je sais que le syndicat et l'UTR ont amorcé un travail sur la question de la CCT pour l'ouvrir ou disposer d'annexes qui concerneraient les autres métiers, parce que tout est, ça c'est historique et c'est comme ça, c'est les comédiens qui ont bougé, qui ont formé un syndicat et ça se fait tranquillement. Mais cette CCT, elle devrait bientôt, je pense, être renouvelée. Et on parle toujours que de comédiens. Il n'y a aucune autre, on ne parle pas des auteurs, on ne parle pas des autres métiers. Bon, je pense que pour la reconnaissance des métiers, ce serait déjà aussi important peut-être de les nommer, de les définir, de définir les compétences. Essayer, il y a plein d'autres pays qui le font, donc je ne vois pas pourquoi en Suisse on ne peut pas le faire. Et voilà, je ne sais pas, c'est peut-être une question à Eric ou à... Est-ce qu'on pourrait prendre aussi en compte On rend compte, la question du partenariat social est une question de jeu, de pouvoir, si on veut. Si personne ne demande à ce que les écrivains soient au bénéfice d'une CCT, si les écrivains eux-mêmes ne réclament pas d'être mis au bénéfice d'une CCT, la chose est déjà mal branchée. Je crois que c'est une question de discussion, c'est une question de rapport de force. Et pour l'instant, moi, du côté de l'Union des théâtres romans, j'ai la conscience relativement tranquille dans la mesure où tous les collaborateurs qui travaillent dans les institutions signataires de la CCT appliquent la CCT, que la personne soit syndiquée ou pas. Mais c'est vrai que les corps de métier qui ne se défendent pas, qui ne se fédèrent pas pour se défendre, ben voilà, on n'a pas d'interlocuteur. Je veux dire, moi j'ai... Non mais alors je m'excuse Eric, parce qu'au syndicat, il y a des gens de tous les métiers. Mais bien sûr, les syndiqués sont au bénéfice de la convention collective de travail. Donc si un auteur se syndique, il peut aller dans une institution, travailler et demander d'être mis au bénéfice de la convention collective de travail. Mais les auteurs ne sont pas en tant que tels fédérés ou les scénographes ou les techniciens de théâtre ne se sont pas fédérés pour devenir un partenaire social dans le cadre de la CCT. Ils doivent s'adresser au syndicat suisse romand du spectacle et dire on aimerait qu'il y ait des articles, des paragraphes spécifiques pour nous, parce que tel et tel problème n'est pas résolu, on n'arrive pas à le traiter, on n'arrive pas à le résoudre, et qu'il faut que le syndicat défende nos intérêts. Mais ils doivent s'adresser au syndicat pour faire une force, pour venir discuter avec la partie patronale. Je trouve que pour un prochain débat, il faut répondre à Olivier, parce que quand même les auteurs, c'est assez important. Mais totalement. Hein? Et ça devrait, de nouveau, on est en fin de parcours là ce soir. Et peut-être qu'il faut mettre ça à l'ordre du jour d'une séance. Non, je sais pas, on a encore le temps. On a encore le temps. Non, je vais poser deux questions que je vais
Bonsoir, Manon Pulvert, je fais partie des quelques auteurs dont on est censé lire, enfin je sais pas, je parle sous le contrôle de Lily Kakari qui va peut-être me contredire. Je trouve que c'est un peu tard et un peu, on a ces petites feuilles. Je trouve curieux de finir en lisant des choses un peu posées telles quelles alors que nous sommes dans un débat où on parle. Et j'aimerais juste brièvement dire que c'est exactement un peu ça, c'est-à-dire qu'un auteur, le problème des auteurs, il n'est pas seulement un problème de méconnaissance du travail, du travail dont il a à faire, mais aussi un problème de trouver des lecteurs. Et je pense que quand on parle de productions qui ne sont créées que 3 semaines, les premiers à en pâtir sont les auteurs contemporains, les tout premiers. Parce qu'il faut quand même imaginer que quand vous êtes auteur, et vous avez à régater avec Sophocle, Molière et la biche, c'est pas quand vous êtes 3 semaines à l'affiche quelque part, qu'on vous connaît pas, qu'on n'a rien lu de vous avant, qu'on n'a rien lu de vous après, que forcément votre travail peut être aussi abordé et lu et compris. Et je pense que c'est une difficulté majeure dans le théâtre, puisque contrairement au cinéma, on véhicule d'une part tout un répertoire, et en plus, on est dans des questions esthétiques où souvent le texte est considéré aussi que comme un matériau. À ce moment-là, on devient plutôt des accessoiristes. Et qu'il y a aussi tout le problème de la dramaturgie qui procède des mêmes problématiques que le reste du travail de mise en scène. C'est-à-dire, la dramaturgie est souvent un parent pauvre, est souvent un poste d'économie, est souvent un endroit où on n'a pas tellement appris. Moi, j'ai travaillé pas mal à Berlin, où effectivement il y a ce système d'assistanat, de stage également, où il y a vraiment possibilité d'apprendre et de se former. Et je trouve que oui, c'est un peu tard, à mon sens, pour parler. On ne parlera donc pas de la problématique des auteurs. Ben voilà, c'est tout. Mais je pense que il y a vraiment passablement de problématiques à soulever sur cette question de l'auteur au théâtre, qui est une part particulière du travail d'auteur. C'est pas comme le roman ou le cinéma. Je crois qu'on laisse toujours ça un tout petit peu dans l'ombre. Alors voilà, lisons. J'entendais, pardon Manon, j'entendais mon camarade et collègue Laurent signaler quelque chose d'assez aussi fondamental par rapport à l'organisation du travail. La grande différence et peut-être la difficulté, mais je vais te laisser enchaîner puisque c'est toi qui le disais, c'était effectivement les auteurs, ils ne sont pas forcément dans le mode salarial, ils sont dans le mode indépendant. Donc toute l'organisation autour de ça, elle est relativement beaucoup plus difficile, solitaire, etc. Oui, c'est effectivement aussi, dans mon métier, il y a celui de dramaturge. Très grands auteurs de théâtre ont finalement pu éclore parce qu'ils ont été permanents dans les théâtres au titre de dramaturge. Dans tous les grands théâtres allemands, il y a 2, 3, 4 postes de dramaturge. Otto Strauss, avant d'être le célèbre écrivain qu'on connaît, a été pendant des années le dramaturge de Peter Stein. C'est comme ça qu'il a commencé son travail. Et ça, évidemment, ça donne des conditions de permanence, et avec un salaire, avec des tâches à accomplir, mais enfin aussi avec la possibilité pour l'auteur de prendre pour écrire. Le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, les auteurs, ils ne sont pas dans les théâtres, il n'y a pas de poste pour eux, donc ils livrent un texte. Et de livrer un texte, ça veut dire, c'est pas des contrats de travail, c'est des mandats. C'est-à-dire que la difficulté avec la convention collective, sur le plan technique, c'est que c'est la convention collective, elle établit les rapports entre les employés et les employeurs. Les employés ayant des contrats de travail. Or, l'auteur, aujourd'hui, à moins qu'il y ait des postes de dramaturge existent dans les théâtres, il n'a pas de place d'employé avec un horaire à suivre et avec un travail donné, etc. C'est ça la difficulté, c'est une des difficultés économiques. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il faudrait absolument imaginer des lignes de budget comme pour les assistants, pour les dramaturges dans les théâtres. Ça me paraît essentiel. On parle Dominique, puis j'aimerais bien qu'on passe... Oui, simplement sur les 5 institutions à Genève, je signale qu'Amsterdam a nommé un directeur auteur. Et un excellent auteur. C'est quand même pas rien. Mais bien sûr, la presse en a beaucoup moins parlé que pratiquement pas parlé. Alors que pour moi, c'est un événement très important. Il aurait fallu dire qu'un auteur soit à la direction d'un théâtre. Et ça existe. Et c'est à Genève. Moi, mais quand un auteur est en résidence
dans une institution de 3 salariés, il n'a pas un contrat de travail pour moins de temps. Quand un auteur est en résidence, on a connu quelques-uns, à la Comédie par exemple, Manon, tu y as travaillé, est-ce qu'il n'a pas un contrat de travail, il n'est pas considéré comme un employé? Si, mais d'abord il n'y a pas énormément de postes donnés en résidence à des auteurs, mais bien sûr c'est le cas. Quand c'est le cas, ils sont rétribués, mais simplement, la plupart du temps, un auteur doit s'arranger pour gérer une sorte de temps partiel, ce qui est une acrobatie de vie, disons. C'est du funambulisme de vie, de trouver les temps d'écriture, les temps de travail, de trouver les postes adéquats. Et effectivement, la période de crise n'aide pas, puisque voilà, il y a toutes sortes de fonctions que les auteurs occupent volontiers, y compris dramaturge, y compris dans la presse, y compris dans l'enseignement, etc., qui sont aussi plus restreints. Voilà. Donc un auteur est fréquemment quelqu'un, évidemment, pas toujours, mais la plupart du temps, quelqu'un qui doit gérer du temps partiel en réalité. Et donc, voilà, une activité d'auteur ne peut pas être quasiment pas une source de salaire. Quoi. Moi, je sais pas, je tiens quand même à ce que les réponses soient lues, parce que j'ai posé 2 questions, elles sont